Hélas, je n'ai pas pu tout imprimer car la photocopieuse a ses arbitraires de machine. Donc elle a décidé que seulement une partie du débat allait voir la lumière. Je suis sensible, très sensible à vos interventions. Donc j'avais cité à propos de la prétention de... très bien accueillie dans mon cœur, hein, absolument, et dans ma tête, de l'enseignant. De Duncan, comme quoi, bon, je voulais où ce soir, hein, et puis on vous essayer. Donc, comment? Oui, ça c'est la troisième chose importante. Donc, en tout cas, Duncan m'avait sollicité comme quoi on verrait les atomes. D'accord? Or, ceci est très intéressant et très pertinent pour ce qu'on va faire aujourd'hui, car on va s'occuper de l'introduction de Descartes à partir de la substantialité. Donc ça fait, ça va, ça enregistre là? Ah, vous voulez que je commence? Oui, oui. Ça, c'est Descartes. Ok. Donc prenez s'il vous plaît les textes que je vous ai donnés. Duncan, toi aussi, qui étaient les... Mais vous êtes trop... Mais vous aimez trop. Oui. Non, mais vraiment, c'est l'amour. En fait, on est plus performant comme ça. Oui, je vois bien. Moi, j'ai parlé de la colère d'Achille. Vous voyez la colère d'Achille dans l'Iliade? Oui. Tu sais pourquoi il se met en colère? Plus trop, non. Comment? Je sais plus pourquoi il est en colère. Puisque son roi, Agamemnon, lui vole le prix de guerre, c'est-à-dire Briseide. Mais il n'y a pas que ça. Oui, Il se met en colère une autre fois encore, c'est-à-dire, désormais, il ne veut plus combattre, il pleure face à la mer, car du coup, on lui a volé l'esclave. Mais, voilà, hein, ce qui se passe, c'est qu'Hector tue Patroclus, c'est-à-dire son bien-aimé, son ami du cœur. Et ça engendre carrément la destruction de toi. Parce que, à partir de cette colère immense pour se venger de la mort de son ami, il tue Hector. Et puis c'est le tour de Odyssée, d'Ulysse, qui fait le cheval, et tout, etc. Mais en tout cas, le gros coup de canon est le fait que Achille a été privé de son ami. Bon, je veux bien que les amitiés philosophiques germent tous. Alors, je disais que Duncan m'avait sollicité, non, Jules et Alexandre, merci. C'est éteint. Donc Duncan m'avait sollicité avec d'ailleurs une provocation, disons comme non, c'était une provocation, c'était une proposition, pas une provocation, opposée et coïncidente à celle du début de l'année, lorsque, en parlant, moi, du fait de l'importance de poser des questions, j'avais évoqué l'image de Galilée qui s'arrête face au pendule. Et donc, il était resté comme ça, Galilée, scotché, et je parlais du fait que, finalement, on est tous d'accord qu'on voit bien que le soleil, nous disons, le soleil se couche, le soleil se lève, on ne dit pas bon, on est en train de nous tourner autour, l'apparence nous dit, et donc, je me rappelle très bien, la tête hochée de Duncan. C'est quoi, ça va pas? Non, si, on peut le voir. Donc, il avait soutenu que l'œil nu puisse déterminer rien de moins que le fait que le mouvement du soleil est un mouvement apparent. Et, alors, attends, là... Pourquoi il s'est arrêté? Tu ne sais pas? Peut-être manque de batterie, il faudra vérifier. Mais non. Dans ces cas-là, il vaut mieux le laisser brancher. Mais oui, je le branche. Attends, mais il est branché. Il est branché. Oui, je viens de le brancher à l'instant. Ok. Bon.
Alors, donc, dans ce cas, la prétention, la proposition, la thèse était que l'on puisse voir le fait de l'héliocentrisme, que nos yeux puissent se saisir, en effet, d'une réalité derrière les apparences. Et la même proposition vient hier, avant-hier, lorsque j'évoquais les atomes, et on va les voir aujourd'hui à propos de Descartes, et donc il est venu me montrer, en effet, ce qui traîne, disons, dans la communauté scientifique, surtout ça fait débat, ça fait un gros débat, très important, d'une importance que je dirais majeure, sur le fait de quel est le statut des entités comme les atomes. D'accord? Ça aurait bien à quoi un atome, puisque les atomes, d'ailleurs, il y a des particules, et puis les particules des particules, ça s'arrête tout, donc c'est vraiment compliqué et sensible. Et donc ça avait donné lieu, j'aimerais bien, lorsqu'on est sur Descartes, sur la métaphysique, la nôtre et celle de Descartes, et donc il y a eu un débat en 1999 et 2000, où donc un scientifique donc sur Nature, et on va la citer, Nature à propos de la physique et de la métaphysique, donc vous voyez, il avait publié un article comme quoi on voit des dessins, carrément des dessins et des modèles, d'accord? Et ça, vous le trouvez partout, ça traîne partout les modèles d'atomes. Finalement, sans trop se préoccuper si c'est un système solaire, si c'est un nuage, si c'est d'autres modèles. Donc, jusqu'à un certain moment, c'était un système solaire, puis ça devient un nuage de probabilité, ça devient un peu tout. Donc, ça voyage dans l'imagination scientifique, ça se transforme. Mais ce type d'image-là, c'est-à-dire la petite sphère en 3D, là, tout est partout. Donc, c'est très sensible, c'est une question majeure de décider que ça correspond à quoi, cette petite sphère colorée que l'on dit c'est un atome. D'accord? Ça enregistre là? Ça enregistre et on a une meilleure connexion que d'habitude. Oh, très bien. Mais une connexion, puisqu'il est connecté? Ah, forcément, pour que ce soit en live, si vous voulez, il faut qu'il y ait quand même une bonne connexion internet derrière. Donc... Ah non, oui, mais je ne veux pas le mettre en live là. Ah bon? Non, je ne suis pas autorisé encore. Ah. Non, ça doit enregistrer. Ok. Enregistrer. Ben voilà, ça enregistre. Ça enregistre, c'est tout. Donc je dois déposer à la hiérarchie, de la hiérarchie, de la hiérarchie, jusqu'à la super hiérarchie, que tout va bien. Ok. Sinon, oui. Monsieur, j'ai une question. J'ai vu un truc hier, et vous savez ce que c'est le dieu de Spinoza ou pas? Qu'est-ce qu'il disait? Oui, Il voilà. disait, Dieu du Spinoza, il parlait? Les dieux du Spinoza ne dit rien du tout. Mais en tout cas, dis-moi. Non, mais en gros, ce que ça veut dire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est pas le moment. Non. En tout cas, je dirais bien, j'accepte la question. Mais si quelqu'un t'a dit que le dieu du Spinoza dit quelque chose, non, il a mal lu Spinoza. Mais à fond. D'accord. Et donc, cet article était sorti, qui s'appelle Electrons Seen in Orbit. Donc, comme quoi, on a vu finalement, et voilà, on les a vus. D'accord? Ça, c'était le 1999. Et donc, un autre scientifique, lui, il s'appelle Humphreys, et l'autre s'appelle Sherry, qui a écrit peut-on voir les électrons? Ça veut dire quoi, voir un électron? Donc, ça fait vraiment un débat. Et j'en reviens sur ce débat qui, finalement, date, moi, la première fois que... Donc, ça date depuis toujours. Depuis Aristote et Démocrite, les atomistes contre les anti-atomistes. Mais le fait de voir, c'est Hegel même qui écrit des choses, donc ça prend tout le siècle, ça passe par les débuts du siècle, c'est vraiment une grosse histoire. Et c'est l'histoire qui nous intéresse le plus, car c'est le rapport entre l'imagination et la connaissance. Ça, c'est d'une importance majeure. C'est-à-dire savoir distinguer devant soi, lorsqu'il y a une image qui nous persuade, c'est la caverne. Une image qui se borne à nous convaincre. Et une image pertinente. Une image qui, en effet, est la base réelle, vraie, fiable d'une réelle connaissance.
c'est, disons, l'essence même de la philo, c'est la caverne. Vous avez les textes que je vous ai déjà donnés, et puisque je dirais que dans la société du spectacle, comme on l'appelle, la nôtre, je suis bien d'accord, on nous frappe d'images d'une façon tellement importante, et nous sommes tellement passifs face aux images, et d'ailleurs, une image qui traîne sur un livre de physique, tu ne vas pas te dire ce que le livre de physique d'ailleurs répète toujours, c'est des modèles. Il le répète sans cesse, c'est des modèles, ça change le modèle, c'est une hypothèse. Mais l'image, elle, est tellement forte, elle d'elle-même, sa prérogative, qu'il n'y a pratiquement personne, je dirais personne, des élèves, qui en effet se dit, finalement sait se dire réellement que ces petites sphères-là qu'on voit sur un écran, on les voit, c'est la réalité comme cette table, d'accord? Et donc c'est vraiment une course histoire. C'est pourquoi je voulais imprimer tous les deux, mais il m'a sorti qu'un seul. Vous le classez dans le classeur, et j'aurais pas pour tout le monde. J'en ai, puisque je pensais que c'était comme hier, donc j'en ai fait 15. Et j'apporte les autres. En tout cas, c'est déjà sur Pronote. Je les ai déjà téléchargés sur Pronote. Vous le trouvez, d'accord? Vous le trouvez, vous l'imprimez, vous avez les deux. Et oui, Maïwen, oui. Donc, texte court. Ok? T'as court, t'as les textes du cours, et tu le mets là. Ok? Oui, Gama. C'est les versions anglaises? Oui, écoute, ça n'existe pas la traduction. Bon, désolé, j'aimerais vous traduire aussi, mais voilà, j'ai 24 heures par jour. Et alors là, vous faites circuler, et puis vous le classez, classeur texte. Alors, de l'autre côté, voilà, c'est le tour des autorisations. Moi, j'ai obtenu un nombre important d'autorisations chez Nickel, comme quoi il y en a qui ne m'ont pas autorisé. On a fait une sorte de petite séparation. Il y avait 4 élèves qui ne voulaient pas, donc ces élèves se sont mis là, et comme ça, lorsque il s'agit de... Et moi je vais bien, j'aime cette idée, on l'a fait hier et c'était vraiment amusant finalement, c'est-à-dire que lorsque ça fait débat, je deviens même un caméraman, c'est-à-dire que je vous réponds. Donc c'est dommage que je sois à caméra fixe et que vous ne fassiez que parler. Tandis que c'est intéressant si vous autorisez, si vous voulez, ceux qui autorisent, de parler dans la caméra, comme ça on assume sa parole d'ailleurs. Et voilà, alors je vous dis, qui a eu ces autorisations à faire signer, qui ne les a pas eues? Alors c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je devrais les savoir. Monsieur, je me suis trompé, moi. Ah, tu en as? Tu en as? Non, mais je croyais que vous aviez demandé qui c'est qui l'a pas fait signer. Non, tout simplement. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, tu l'as, mais c'est pas encore signé. C'est ça? Et donc, c'est 4 sur 5. Ok? Vous ne les avez pas du tout. D'accord? Et là, je dois en trouver. Je suis tellement rempli. Ah, voilà. Voilà, je les vois. Ok. Alors Théo, bien, un instant s'il te plaît. Merci. Alors tu les donnes aux 4. Maintenant, alors, on peut faire à la pause que vous me rendiez la feuille. Mais je vais vous demander, lève la main qui n'autorise pas. Lève la main. Donc toi et toi. C'est-à-dire Pierre et Florent. Alors, on peut faire, si vous voulez bien, qu'on vous met à la place de Tom, c'est ça? Thomas et de Théo, et de Van. Vous êtes d'accord?
Comme ça, tout simplement, j'évite en l'occurrence. Je demande d'ailleurs, vous n'autorisez ni l'image ni la voix, ou si vous intéressez, je veux dire, vous voyez, si vous n'autorisez même pas la voix, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que vous êtes censé parler. C'est ça? Vous n'autorisez même pas la voix? Qu'on entende la voix? J'ai juste demandé à ma mère par message parce que j'ai pas eu le temps de la voir. Du coup, j'ai juste parlé de la vidéo. Donc, je sais pas encore. C'est pour la voir. Ouais. Et toi? J'ai pas posé la question pour l'avant. D'accord. Ah, mais donc, voilà, vous attendez la réponse de vos parents. Et la vôtre, elle serait laquelle? Disons dans 6 mois. Pour toi, ça va? Non, pas du tout. Non, c'est d'accord. Avec tes parents. Alors, dis-moi toi, puisqu'en tout cas, même si tes parents disent oui, on peut l'entendre la voix, et que tu veux pas, tu veux pas. Donc, je ne vais pas te forcer toi. Donc, alors, pour toi, la voix, ça va ou non? Ça va ou non? La voix. Ça va. Ça va. Et pour toi, la voix? Moi, je m'en fous, mais après, c'est mes parents. D'accord. Bon, alors, pour l'instant, on vous ressemble, on fait le petit camp des concentrations de tout ce qui n'a pas d'image. Donc, vous serez des pensées pures. Et voilà, alors, s'il vous plaît, on déplace Thomas et Florent. Non, oui, merci. Et puis, à la pause, le reste, ceux qui ont les autorisations de signer. Ah, une autre question. Vous avez dit oui à tout, c'est-à-dire plateforme Éducation nationale, mais aussi chaîne YouTube. C'est un oui complet. Lève la main qui a dit non à quelque chose. Bon, très bien. Puisque une fois déposé chez les proviseurs, c'est vite fait. Je le mets sur YouTube. Et d'ailleurs, dès la prochaine fois, si on a l'autorisation, on le fait en direct avec le reste de la classe. C'est ça, moi je trouve ça super. On peut se passer du confinement. On est à fond, complètement émancipé. Oui. La vie scolaire nous a donné qu'une feuille sur 2, c'est normal? La première feuille est une chose que j'ai écrite de ma main. Elles ont que ça, eux. Oui, mais on a que ça. Hein. Mais on n'a pas besoin de la deuxième feuille. Je suis pas sûr. Oui, en effet, tu peux faire sans mes paroles. Alors, donc, cela est réglé. Maintenant, je fais l'appel. Du coup, ça filme ce cours-là ou pas? Comment? Est-ce qu'on filme ce cours-là? Oui, nous sommes déjà en train de filmer. Ceci est en train de filmer. J'ai la caméra qui est ici et la caméra. Enfin, et du coup, vous avez lancé cette caméra-là. Oui, absolument. Je peux faire caméraman si je suis Non, non, ça va. Fixe, ça va. D'ailleurs, lors des interviews, il peut y avoir un caméraman qui va... Oui, oui. Vas-y, on alternera. On va s'organiser. J'alternera avec la Alors, moi, ça m'a enlevé la connexion. Ah oui, c'est vrai, c'est pas fou. Je vais être là en mode guide ou en fait c'est un vlog. Moi, je veux bien être derrière, c'est la plus Non, mais non. C'est quelqu'un qui cinéma, je connais. D'ailleurs, c'est vraiment moi, tu sais, Kylian, je parle vraiment de diablerie, car avec Yvon, vite fait, moi, ma chaîne YouTube, ça existe depuis beaucoup. Et je m'en suis jamais servi, mais jamais. Oui, j'ai jamais fait, puisque je suis pas homme de spectacle du tout. Mais je suis là tellement content, puisque pour moi, philosophe et éducateur pour de vrai, la question n'est pas faire du spectacle, c'est vraiment avoir un rapport vrai, pour de vrai, de vérité avec mon public. D'accord ? Mon public, ça je déteste. Donc voilà. Or là, c'est cette possibilité, c'est-à-dire que je parle pour de vrai à des personnes pour de vrai, qui ne se tapent pas ma parole volante, quoi. Ça, je déteste. Et donc, on peut faire ça. C'est pour ça que je suis content. Et c'est pour ça que j'ai jamais
fait YouTube. Jamais, moi, vraiment, de répandre mes mots comme ça, je déteste. Et d'autre part, oui, donc moi, ça faisait tellement longtemps que je ne m'en occupais pas, que j'ai passé la nuit, je dirais, à chercher de me connecter à ma chaîne YouTube, ma propre. Et je ne suis pas arrivé. Et voilà. Et ils vont, en 2 secondes, me connecte, me fait ce programme-là. Et ce programme-là, lui, me fait accéder à ma chaîne. Voilà. Donc là, Il a juste connecté ici c'est bloqué. Bon, ça fait rien. Bon, écoutez, alors, c'est parti. On a utilisé beaucoup de temps pour toutes ces histoires, d'ailleurs si fondamentales. Et alors, bon, si tout le monde est encore d'accord, on commence son silence. Ok? Ok? Bon, c'est parti. C'est parti. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On s'installe bien, on gagne sa posture. Notre but est donc d'atteindre notre voix qui retentit dans notre intériorité. On gagne notre posture, on se redresse dans la mesure du possible et du voulu vers le ciel. Les épaules droites, la cervicale bien dressée. On a une bougie silencieuse. Une flamme sort de notre couronne. Les épaules sont droites, l'épine dorsale s'étire vers le ciel. Les pieds bien plantés par terre, les mains sur les cuisses. Je suis une statue égyptienne. Immoblement guette le désert vers l'infini. Et je prends la première inspiration profonde. Ça gonfle mes poumons. Et je retiens. C'est le Kumbhaka. Je retiens. Et voilà. J'expire subtilement. Et à mesure que j'expire, je sens mon corps. Cette subtilité de souffle me fait ressentir mon corps dans sa totalité. C'est une sensation inconnue. Le corps en sa globalité. Nous manipulons notre corps. Nous bougeons des membres, des parties du corps. Mais le corps dans ce tout, c'est difficile à ressentir. Je suis ce corps, je le sens. Ce corps que je suis de l'intérieur. Il a un poids, une masse et des énergies à l'intérieur, des sensations qui circulent de partout. Mon esprit voyage de haut en bas, de partout, où les sensations l'appellent. J'ai un poids, je suis ce corps, je m'installe dedans, je le sens de l'intérieur. C'est grâce à mon corps que je me sens de l'intérieur. Serais-je un pur esprit? Je ne pourrais pas. J'inspire profondément, je retiens, et en rétention, je me dis, me voilà. Je retiens, et j'expire. Et maintenant, encore, ce corps que je suis se situe dans l'espace.
Je suis ce corps dans l'espace environnant. Je mesure les distances, c'est mon corps qui le fait. La voix qui me parle, je sais qu'elle a une certaine distance. Elle n'est pas tout près de moi, elle n'est pas si lointaine que ça. Je connais la distance, je parcours la distance avec le sonar de mon corps. De même, je perçois les parois, les murs, derrière, devant, à gauche, à droite. Et les ondes, comme les ondes d'un radar ou d'un sonar, me reviennent et se concentrent sur moi. Je suis ce corps qui scanne l'espace externe. Je suis situé ici, maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit où je puisse être que chez mon corps, le corps que je suis. J'inspire, je retiens, je me dis je me voilà et j'expire. Et maintenant, je commence à voyager et je me projette vers les vallées si lointaines où je trouve mes pieds. Là-bas en bas, comme si j'étais à haut de la tour de Montparnasse. Et voilà, mes pieds. Coucou mes pieds. Je sens la terre, le sol, je sens mes pieds de l'intérieur. Et je me dis, je ne suis pas mes pieds. Je le dis, je l'entends, j'entends ma voix. J'inspire, je retiens et j'expire. Et je monte aux jambes, les genoux, les cuisses qui touchent la chaise. J'ai les sentiments internes des cuisses. Voilà mes cuisses, le bas de mon corps. Je suis ici à haut, sur la terrasse de chez moi. Je ne suis pas mes cuisses, mes jambes. Coucou mes jambes, je ne suis pas vous. Et maintenant, au même endroit, je trouve mes mains. C'est le même endroit, mais c'est différent. Mes mains, c'est plus proche de chez moi. Elles portent ma signature, mon identité, mes gestes, mon être. Si je mets mon attention, ça commence à fourmiller de l'intérieur. C'est le toucher interne. Je touche mes mains grâce à mes mains de l'intérieur. Voilà mes mains. Merci mes mains. Grâce à vous, je manipule le monde. Mais je ne suis pas manipulateur. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas mes mains. J'inspire, je retiens et j'expire. Et là, ça voyage vers mon tronc, mon torse, devant, la cuirasse devant moi qui s'expose au monde. La cuirasse du cavalier qui affronte l'ennemi à la fusillade. Voilà, je m'expose au monde. C'est le centre de mon corps. Je le sens, je me dis, je ne suis pas ça. Je suis plus haut. J'entends ma voix. J'inspire profondément, je retiens, je me dis me voilà, et j'expire. Et je monte à la gorge. C'est important la gorge. Il y passe ma voix, il y vibre ma voix, l'air, l'eau, la nourriture, le son. Ça soutient ma tête et mon visage. Je mets mon attention. Elle est tout en bas de chez moi, au premier étage. Et je suis là, je me le dis. Je suis là. Je suis pas moi. Et maintenant, je monte au visage. Joue droite, joue gauche, et nez au centre. Je sens mon visage. C'est-à-dire que je ne suis pas mon visage, je sens mon visage. Je suis derrière. Gauche, droite, nez, yeux. Je regarde mes yeux de l'intérieur de mes yeux, donc pas avec mes yeux. Comme le dit Gabin, je vois ce que vous voulez dire. Exact. Tu vois tes yeux.
Mon visage, ce n'est pas moi. Je suis derrière. Mon visage me représente, me manifeste. Mais il me cache aussi. Je peux mentir avec mon visage, mais pas à moi-même. Je ne suis pas mon visage, je me le dis. J'entends ma voix. Et maintenant, j'inspire profondément, je retiens, et en rétention, je reste en apnée, et je concentre toute mon attention, j'ai la condense entre les sourcils, dans cet endroit central. Je recule de 2 cm, comme le montrent les images, de brain image, et cet endroit qui s'illumine, là je me dis, me voilà. Je viens à la rencontre de moi-même, me voilà. J'entends ma voix, je suis là, c'est ma voix. C'est ma voix qui porte ma pensée, ma voix réagit. Penser et parler. Penser se fait grâce à voir ce que l'autre veut dire et entendre sa propre voix qui veut répondre. Et je me dis, mais voilà une dernière fois. J'inspire, je retiens et j'expire. Et voilà. Bon, on ouvre les yeux. Merci à vous tous. Alors, on a un petit quart d'heure pour commencer. Est-ce que donc vous avez fait ce que je vous avais demandé, c'est-à-dire lire l'intro de Descartes? Oui? Ça va? Vous avez lu? Et vous avez lu aussi substantialité. D'accord. Alors, ce petit quart d'heure, on va se dédier au croquis de la substantialité. D'accord? Est-ce que je dois allumer ou ça se voit dans... Ici, je pense que ça se voit assez bien. Non. Là, ça se voit aussi. J'ai essayé de réduire le contraste, etc. pour qu'on puisse voir le mieux possible. On va revoir le résultat à la fin. Alors, merci. Alors, dans substantialité, ce que je dis est ce qui suit. On cherche d'aller, écoutez, vous êtes bismuth, ça va, ça traîne très longtemps toujours. Ça part dans tous les sens. Oui, c'est comme ça. Donc il faut quand même mettre un peu le paquet pour aller un peu plus rapide. D'ailleurs, écoutez, toute cette histoire de confinement nous met des outils incroyables, du type nucléaire. Et je pense que, nécessairement, ça ne va pas pouvoir se faire tout le programme. C'est immédiatement évident. Donc, en tout cas, ça nous donne un peu de droit de nous poser mieux, ce qui est magnifique. Car en tout cas, c'est la philo qui prend une notion, tu restes 10 ans. Donc, voilà. Alors, donc, le point de départ est que, à côté d'être une conscience porteuse de son identité, ça on l'a vu, et la base de tout ce qui se passe chez lui, moi on a répondu aux questions, je considère que vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, oui ou Maïwen, vous levez la main, oui. On répond aux questions de... On est à la question 8 du coup. Je n'ai pas compris du tout. On est à la question 8 du coup. Non, finalement, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Attends. Si vous parlez de la substantialité, ça commence à partir de la question. C'est la 8 Ouais. Et on en est Alors, c'est la 8, c'est la 8. Ah oui, c'est ça, absolument. Oui. Donc, on va s'occuper de 8, 9, 10. D'accord? Je vous donne les réponses. Ils sont déjà là. C'est-à-dire les 8, 9, 10, c'est définition de substance, exemple détaillé, dessiné, expliqué pour un niveau évolutif. Pourquoi le sujet est-il convaincu être une substance? D'accord? Oui. Mais dire qu'on fait ça, non? Non, elles sont cool. Pour aujourd'hui, il y avait deux choses. Descartes et substantialité. Écoutez, si vous n'avez pas fait substantialité, on va la faire. C'est tout. Vous avez le poly? Donc, vous le prenez, car Descartes sera la prochaine heure. Ok?
Alors, substantialité. La définition de la substance, c'est quoi? Elle est très simple. Alors, pour moi, de même, je vole le symbole des nombres réels pour dire représentation. De même, je décapite les SS. Quoi? Oui, je les décapite, je les impute, je les mutile et je dis substance. Ok? Donc c'est un nazi à moitié. Ou une poudre qui poudroie depuis Jupiter, si vous voulez. Bon, pour moi, ça veut dire substance. D'accord? Dorénavant. Substance. Alors, c'est quoi une substance? Je vais vite, hein, d'accord? Puisque ça va aller. Substance, c'est quoi? C'est une réalité une chose, une réalité. Réalité signifie chosité. Res, ça signifie chose. D'accord? Donc, réalité est ce qui a le caractère d'une chose. Non. Est-ce que tu peux allumer, s'il te plaît? Non, ici. Voilà. Là, ça va là. Oui, très bien. Ok. Alors, une réalité qui, solidement, reste identique à soi-même, tout au long de ses propres transformations. Ses propres transformations. Ok? Donc, retenez cette définition très simple. Substance est comme sujet, ce qui est placé par-dessous. Sauf que sujet est iactum, iacere, et à l'occurrence jeté par-dessous, tandis que substance est comme institution. Le mot est, est institution, constitution, insistance. C'est tout le monde de cette fixité, de cette stabilité stable, etc. Oui. Mais est-ce que notre conscience peut changer en fonction du temps? Oui, c'est ça. On est en train de construire cette question. D'accord? Tu répètes la question? Et tu te fais entendre? Est-ce que notre conscience peut changer au fil du temps? Oui, c'est ça, une autre question. Voilà, on va justement se poser cette question. Oui. Quel est le mot écrit après? Reste identique à soi-même tout au long de ses propres transformations. D'accord? Merci. Ok? Oui, nous en arrivons à se poser cette question. Alors, pour montrer la substance, car c'est le mot de loin le plus important de toute la philosophie, et notamment c'est le mot de la métaphysique. Donc avant d'affronter les méditations métaphysiques de Descartes, il faut vraiment être au clair sur ce mot métaphysique, et pour ce faire, il faut être au clair sur le mot substance. Ok? Alors, nous disons quoi? Qu'est-ce qui reste identique dans toutes ces transformations? On va le voir, comme le croquis vous le montre déjà, dans le monde tel qu'il se présente à tous les hommes depuis toujours. Donc je vais maintenant montrer des choses où personne jamais de la vie n'a été pas d'accord, mais plutôt on a changé la façon de les dire. Mais là, on va être d'accord. Donc, alors nous disons que dans le monde, il y a la substance ou des substances qui sont, qui enchaînent des échelons évolutifs. Donc, je parle de quoi? On a eu un moment drôle, mais vraiment drôle, avec Argent, parce qu'il ne comprenait pas cette histoire de niveau évolutif de la question, c'était la question 9. Est-ce que vous l'avez compris, ce mot? Oui. Dessiner, expliquer des 3 niveaux évolutifs. T'as compris, Gabriel? T'es le seul qui dit oui. Je suis Alexandre. Comment? Ah, pardon, oui. J'ai compris. Vas-y, dis alors. Il y a 3 philosophies de 3
3 niveaux de substance qui sont possibles. C'est-à-dire Le monisme, la philosophie dualiste et la philosophie pluraliste. Alors, tu es allé chercher sur le web. Bah oui. Ah oui, c'est pas non. Bon, je suis très content que tu aies fait ça, bravo, absolument. Donc je souhaite que le gamin s'extirpe de son nihilisme et me fasse la recherche qu'il ne veut pas faire. Et que aussi Duncan se confronte à la question de comment penser plutôt qu'imaginer. Donc je veux bien, absolument, je suis ravi. Mais ce n'était pas mon intention que vous alliez sur le web, c'était plutôt la référence, était plutôt le croquis que vous avez à la page 4. La substance en ses évolutions. C'était ça, d'accord? Oui. Donc il y a l'évolution de l'homme, donc depuis sa naissance et même dans le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Il y a l'évolution de l'arbre, de la graine jusqu'à sa mort, et l'eau sous forme gazeuse, liquide et solide. Et Théo se chope son 18. Alors, voilà. Non, mais écoute, il me sort, c'est le seul élève qui m'a donné la réponse. Non, mais le seul. Là, on y arrive avec vous, là. Mais cette question, est-ce que vous avez compris? Non. Mais personne, c'est le seul qui a répondu de façon, effectivement. Donc, on va tout simplement préciser. Mais moi je veux 80 points en fait. Mais t'as pas écrit un dessin, il y a 3 mots. Saphir, s'il fait un bâtiment, c'est pas le demi. Alors, 11 aujourd'hui, c'est le 18. Monsieur, Oui. vous avez pas dit qu'il fallait pas faire de recherche, donc en soi j'ai un 20 sur 20 moi aussi. T'as raison, bien dit. Mais t'as 16. 48 cas. Non, oui, 48. Non, oui, écoute, non, il a bien répondu, t'as mal répondu. Donc je le mets 16, quand même, hein, tu peux être d'accord. Oui. 19. Mais pas du tout. Non, je te mets 16, car je ne peux pas ne pas faire la différence, c'est trop évident. Donc, je suis vraiment content de ta réponse. D'ailleurs, je te pousse à la argumenter, le pluralisme, le dualisme et les monismes, c'est très bien. Et alors, 16. Alors, Alexandre. Voilà, 16. Donc, monisme, S, pluralisme, et là, OK, substance, évolution. Alors, le moment de drôlerie, puisque je vais montrer la photo de Jeanne qui a peint une vache. Non, mais c'était vraiment drôle. Car, bon, pour expliquer quoi donc, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, sur ce que l'on va voir, tout le monde est d'accord, mais grave. C'est-à-dire que si on vous raconte, tu sais, Jules, tu me disais, mais les philosophes, ça croit pas en Dieu, etc. Écoute, ça c'est la propagande, d'accord, c'est pas la philo. De même, toute cette histoire de se taper dessus, comme il y a une création, il y a une évolution, c'est pour se taper dessus. D'accord? Oui. Et non, monsieur, je me suis vraiment renseigné, mais il y a plein de philosophes qui croient pas en Dieu. Oui, et j'ai pas dit que tous croient en Dieu. Oui, mais la plupart, quand il dit, en gros, c'est le milieu entre l'opinion et le savoir. En gros, c'est une aberration incertaine entre l'opposition, ouais. En gros, je sais plus comment expliquer. Bon, c'est ça la verbalisation. Je te rappelle ce que moi j'avais dit. J'avais dit, écoute, l'idée que philosophie signifie ne pas croire en Dieu est une baliverne grave, car tu as la super costaud métaphysique occidentale, et je te parle de Socrate, Platon, Aristote, Saint-Augustin, Saint Thomas, etc., et Descartes, et Leibniz, et Kant, et Hegel, etc., tous ces gens croient en Dieu. Mais fortement. Donc l'idée que la philosophie, ça y va avec Dieu, non, c'est faux, c'est une fausseté tellement énorme. Donc évidemment, il y a des athées, mais évidemment, c'est clair. Mais l'idée que la philo elle-même soit exclusive de la croyance en Dieu, non, c'est bidon, c'est pas vrai, c'est de la propagande. C'est tout, fin. D'ailleurs, ça a à faire beaucoup, énormément même, avec cette histoire des substances. Car une fois qu'on a compris ce que c'est que la substance, on va voir que la troisième méditation de Descartes, nous faisons les deux premières, est très naturelle. C'est-à-dire que, comme la métaphysique, et après on va faire la pause, et on reprend, comme la métaphysique s'occupe justement de ce qui est substantiel en dernière analyse, substantiel, ce qui reste lorsque tout change,
la métaphysique classique n'était pas comme vous avez lu et on va le voir, n'était pas matérialiste. Donc pour nous, c'est normal que ce qui reste dans Kant en dernière analyse, c'est un petit bout de matière circulaire, ça s'appelle atome. Atome signifie qu'il ne se coupe pas, et c'est-à-dire que ça reste, tu ne peux pas y intervenir plus. C'est une idée métaphysique. Tout ce qui existe jusqu'ici, on l'a coupé, quoi. Donc voilà, c'est une idée. Et donc, comme ce n'était pas le matérialisme, c'est-à-dire la substance matière, la dernière chose qui solidement reste identique pour le matérialisme, la solidité, c'est la solidité matérielle. Mais la solidité n'est pas que matérielle. Lorsqu'on vous dit « sois solide », donc sois quelqu'un de fort, c'est pas matière ça. Donc la solidité n'est pas une prérogative de la matière. Et l'idée de la métaphysique classique, mais justement, je vous parle de 3000 ans, quoi. En tout cas, de Socrate jusqu'à Heidegger, si vous voulez. Donc, jusqu'ici, c'est que, donc, ce qui reste identique dans tout ce qui change, c'est le bon Dieu. Ça s'appelle Dieu. D'accord? Et là, ça parcourt les millénaires. D'accord? Donc, l'idée que la philo, qui est pratiquement, vous pouvez considérer que la philo est une longue millénaire méditation sur la substance. Heidegger ouvre être, étant, et puis on arrête. Alors, Heidegger, c'est-à-dire 20e siècle allemand, 20e Allemagne, dit ouvre être, étant, je pense que c'est type du genre 26, une chose comme ça, je crois. Il dit, la métaphysique a été le lieu de ce que, il cite Platon dans les sophistes, donc citation Platon sophiste. La métaphysique, disons la philosophie occidentale, a été, le sophiste est un dialogue de Platon, hein, ça s'appelle le sophiste. Le sophiste est un dialogue de Platon. Or, dans les sophistes, dans un endroit qui d'ailleurs, Alexandre, concerne justement cette affaire dont tu parles, c'est-à-dire si l'être est un et deux ou multiple. Précisément ça, cet endroit, c'est le sophiste. Et il dit, Platon dit, il y a un combat, il y a une guerre. La guerre, il l'appelle gigantomachie, donc une guerre des titans, une guerre des géants. Gigantomachie, guerre des géants, donc en grec c'est péri, à propos, tes ousias. Donc on l'écrit comme ça, ousias, c'est-à-dire à propos, et ce qu'il fait est de traduire ousias avec être, à propos de l'être. D'accord? À propos des lettres, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui est, ce qui reste, ce qui est solide. Et cette guerre est entre les matérialistes, qu'il appelle les fils de la terre, et les amis des idées. Donc, les fils de la terre, les enfants de la terre, c'est les matérialistes et les amis des idées. C'est-à-dire les idéalistes. Et le sophiste prend une position tierce, disons comme ça. En tout cas, comment dire, philo signifie pratiquement ça. Et vous voyez bien que ça ne peut pas exclure Dieu. Puisque c'est l'essence même de la recherche. C'est quoi un atome pour nos sciences? On va le voir. Vous avez déjà vu ça. C'est Dieu. C'est écrit sur les textes, non? Tout est fait d'atomes. De l'atome tout vient, à l'atome tout retourne. Non, c'est cette recherche. Ce qui est vrai en dernière analyse. Oui.
Est-ce que ça existe une société ou quelque chose qui se ressemble, qui n'a pas de croyance ou de religion? Non. Est-ce que c'est possible? Non. À mon avis, c'est pas possible, mais en tout cas, ça n'existe pas. Du point de vue concret, on n'a jamais trouvé ça. D'ailleurs, si le confinement permettra, on fera justement cela dans culture. C'est-à-dire, le deuxième programme, ça concernera justement ces choses-là, c'est-à-dire les structures fondamentales de la culture. Et finalement, tu ne trouves pas une société sans religion. Ça n'existe pas. Enfin, tout simplement. De même, tu ne trouves pas une société sans, comme les appelait Lévi-Strauss, lien de parenté, c'est-à-dire sans prohibition de l'inceste ou sans qu'on l'on mange des choses cuites. Donc il y a des constantes. L'une de ces constantes est des croyances religieuses. Oui. Pourtant, il existe beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, donc pourquoi pas qu'il y ait une société qui n'y croit pas non plus? Ah, c'est une belle question. À mon avis, notre société a bien raison. C'est pourquoi je te taquine, je t'appelle nihiliste. Puisque tu dis des choses nihilistes, comme par exemple on a une poubelle, et moi, oui, tu l'as dit, et... Oui, mais j'y crois. Oui, je sais, c'est nihiliste, c'est pour ça que je t'appelle les petits nihilistes. Manuel du petit nihiliste, on a une poubelle. Et moi non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, cette société qui est la nôtre, Nietzsche, et je suis totalement d'accord avec lui, l'appelle la société de la mort des dieux. C'est-à-dire une société qui... donc tu te doutes, lorsque quelqu'un dit Dieu est mort, et que ce quelqu'un n'est pas l'évangéliste qui a écrit l'évangile comme quoi Dieu est mort, mais après il est ressurgi car il est Dieu. Mais qu'il est mort, un point c'est tout. Cela signifie qu'en réalité il n'était pas Dieu. Que s'il meurt... Or, c'est quoi l'idée de Nietzsche? L'idée de Nietzsche est que tout ce qui est au sommet ultime dans le système des valeurs et des vérités, c'est pour elle. C'est le nihilisme. Donc ça n'existe pas une valeur ultime, quelque chose de haut qui ne peut pas tomber en bas. Ok? Notre société est comme ça. Ce que j'ai objecté est justement, finalement, à vous proposer comme pensée, comme réflexion, est si une société comme ça peut-elle réellement éviter de poser Dieu quelque part? À mon avis, non. À mon avis, notre société est remplie de dieux avec un X. Oui, Valentin? Mais moi, je pense concrètement que le Dieu n'a pas disparu. La société que l'on vit n'est pas une société qui ne croit plus en Dieu. Elle a juste décidé de changer de Dieu. Et en fait, c'est la science est considérée maintenant comme un Dieu par procuration. Oui, je suis d'accord avec toi. Complètement. Et il y a des dieux. En effet, par exemple, à mon avis, et ça, on va en parler, comme on parle des atomes, c'est un peu Dieu. Oui, Jules? Et pourtant, monsieur, là, ce que vous venez de dire sur Nietzsche, mais Nietzsche, il a dit que Dieu était mort à un moment. Oui, Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais j'ai aussi dit que c'est un propos, comme si tu dis ce propos, ça veut dire qu'en réalité il n'existait pas, non? D'accord? Donc c'est un propos qui assume que, bon, d'accord, Dieu se révèle, il n'existe pas. Ok? Mais Nietzsche n'est pas tout à fait content. Ah, écoute, d'un côté il était très content, mais de l'autre côté il dit, mais on ne peut pas en rester là. La mort de Dieu signifie qu'on a décapité toute valeur ultime. Et ça te fait renoncer à l'homme. C'est pourquoi il parle de surhomme. Il dit qu'à la place de Dieu doit être mis un homme qui ne se sent pas une poubelle. Donc regagner un sommet dans les systèmes des valeurs et dans les systèmes de la vérité de l'homme. Donc redonner à l'homme sa valeur ultime. Écoutez, là, je suis absolument ravi de parler, mais c'est la pause, hein? On ne fait pas la pause? Si, si. On fait la pause. Là, je vois. Monsieur? Oui. C'est quoi qui dit qu'il croit à Dieu? Il croit juste en Dieu, mais c'est Dieu de Spinoza. Oui. Mais du coup, c'est quoi Spinoza? On va le voir. C'est pas Nietzsche. Oui, on va le voir. Absolument. C'est intéressant. Parce que aussi, il a dit que Dieu, il ne croyait pas en Dieu qui s'occupait. En tout cas, le Dieu de Spinoza, je te donne une définition très simple, c'est substance infinie, voire
pouvoir naturel. C'est pour ça qu'il dit que dans chaque objet a un dieu. Oui, c'est une forme de théisme, si tu veux, mais pas vraiment ça. On peut faire cette distinction. Mais il y a Spinoza, lorsque tu as une substance finie, et ça c'est partout comme ça, On a du mal à voir. tout le monde pense que nous sommes substances finies. Ça De toute finit, façon, on meurt. si tu veux, je peux parler cette caméra-là. Reste identique, etc. mais ça, De on toute meurt. façon, j'ai pas la GMI. Ça dit que Dieu non, il ne meurt pas, donc il est infini. Mais pour Spinoza, Alors que celui-là, on dit que Spinoza ne doit pas l'idée de Spinoza. je pense que celui-là, il devrait être mieux uniquement pour le tableau, si tu veux. Arcosmisme, En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est. c'est-à-dire que Pour la finalement, caméra, tu vas mettre en fait au ce milieu de ta que place. Dieu, ce que Spinoza dit, Ouais, un peu au milieu. c'est-à-dire Parce que là, qu'il c'est un peu en limite biais, la ou alors tu distance modifies la entre Dieu et question. création. Et il a dit que le monde Voilà. est Tu pourrais pas Dieu la modifier, lui-même. c'est la question. C'est-à-dire non pas qu'il y a le monde et il n'y a pas Dieu, ça serait athéisme. Mais il dit qu'il n'y a pas de monde. Carrément, le monde est Dieu. Donc il dit sive, Je crois qu'il y a pas la c'est-à-dire GMI sur où, celui-là. hein. sive, Si, il y a forcément la GMI. natura. Si, la GMI est Deus là. sive natura. Donc c'est une métaphysique, vous avez vu dans les textes, métaphysique c'est haut. Donc c'est une métaphysique qui coïncide avec la physique. C'est du micro HDMI. Tout un 1, on disait J'ai que du mini. M Kaipan, U1 et Ah. voilà, ça c'est Spinoza. Je me Et en mets effet, pas oui, en PC, c'est beaucoup de- c'est un truc qui marche bien chez les savants. Ah, tu l'as? Ok. Ouais, comment En on tout cas, moi je le considère plutôt Ouais, mais simpliste. je me suis le- changé les C'est cheveux. pour ça qu'il dit que Nous, c'est lui, nous, c'est là. pour Et lui, je comprends. lui, il ne croit pas en un dieu qui Ah, va bon s'occuper des humains, qui va Exact. s'occuper de Donc, ce du coup, on sort a pris plutôt que le de PC ce numéro 2 là, qui, celui qui bah, est Absolument. récent. Ok. On lui a Moi, fait étant donné qu'il a largué la bombe atomique, je le vois bien qu'il ne s'occupe pas des humains. Ok. J'ai une petite dent. Ok. C'est lui qui, en 1939, a écrit à M. Truman comme quoi j'ai trouvé la bombe atomique. Donc oui, et je vois bien qu'un tel Dieu qui s'occupe des humains fasse une chose comme ça. Donc, comme quoi les nazis étaient sur le point de trouver le bon atomique. Oui, mais Ça a lancé le projet nucléaire américain. J'ai quand même des- absolument. Mais tu vois, le petit problème, c'est-à-dire que je te largue une bombe atomique, ça c'est Hobbes. Je te largue une bombe atomique, car je Ah pense non, là en fait c'est juste parce que que tu vas me larguer une bombe Parce atomique. qu'en fait c'est pas celui garde temps beaucoup. Moi je suis gandhien. Même si c'est des anciens. Entre temps, je grandis, même époque, C'est ça. alors que c'est tout ça. Plutôt malheureux. Bon, larguez-moi une bombe atomique. Je vais mourir quand même. Moi, je dis non, stop. On ne peut pas larguer des trucs sur les autres, car sinon ils vont larguer des trucs sur nous. On est en train de tout faire péter avec cette histoire. Donc non, en fait, je suis indéfectiblement adversaire de la posture einsteinienne. Dire non, à mon avis, c'est pas un hasard. Ah d'accord. C'est qu'on n'a pas eu sa mesure. Évidemment, Prendre un euro, ce que je veux faire c'est qu'à chaque fois je me prends ça. moi, il a dit, il a affirmé, j'aurais préféré être plombier. Et de toute façon. Il a dit ça. à la fin. Je comprends. Il faut que tu Il lis a un dit peu. alors que je ne sais Faut pas que tu si lies un je compte ne et que sais pas t'aies de quoi déjà avait une fait méthode la d'achat. Troisième Guerre mondiale, Ah. mais ce que j'en suis sûr, Donc, c'est Et après, ça sera avec Ce les jeu carte bleue ou même les codes. Du coup, mais du coup, c'est contredit un peu. Non, écoute, va chercher une chose cohérente chez ce type de pensée. Einstein, il n'était pas un philosophe, Einstein était un savant. Donc, il y a plein de une cohérence, non, c'était un savant. C'était l'époque de ce qu'on appelle les philosophes savants, les savants philosophes. Les scientifiques, donc au Poincaré, l'UM, donc ce sont des savants. L'UM était un chimiste, Poincaré était un mathématicien, Einstein était un physicien, et qui, Marc était, je pense, je ne sais pas, en tout cas, qui, donc, en partant des sciences, que l'on dit positives, donc hard science, d'accord, maths physique, finalement ça, émettait des philosophèmes, donc produisait des propos philosophiques. Mais si tu vas lire, bon, c'est un peu fade, hein, ça ne tient pas la philosophie de ces savants. C'est pas vraiment intéressant. C'est des savants, donc c'est physique, hein. Personne ne connaît finalement leur philosophie. Bon, monsieur, j'ai une autre question aussi. Oui. Là, si on est, du coup, là on travaille sur l'âme.
Si par exemple une personne elle est croyante, forcément elle va pas croire en l'âme. Mais. Ah non, non, justement. On va dire autre chose. Ok. Carrément autre chose. Non, non. Ça, ce n'est pas le monopole d'une croyance. Ok, mais parce qu'il y a des gens qui sont pas croyants et qui y croient vraiment là, du coup. Oui, puisqu'il y a des choses qui appuient fortement cette possibilité. Mais nous nous occupons que de la rationalité des choses. Donc justement, on va voir ça. Monsieur, Oui. vous pensez que le fait que la religion soit inévitable dans une civilisation, vous pensez que c'est imputable à la nature humaine ou à la conscience? Si tu veux, moi, instinctivement, je te réponds que ça revient au même. La nature humaine et la conscience. Bah, pas forcément, parce que mettons qu'il y a la vie qui se développe sur notre planète. Pardon? Mettons qu'il y a la vie qui se développe sur notre planète. Bah, il y aurait une conscience, mais ça sera pas la même nature. Alors, je te réponds, bien, comme ça. Je te réponds de la façon suivante. À ton avis, pourquoi les extraterrestres ont toujours une tête comme ça? Bah, parce que fallait faire des trucs impressionnants dans les films. Moi, je dis que toute chose qui se montre, qui se manifeste à notre esprit comme une conscience qui parle, c'est un homme, quoi. Donc, il a une apparence avec la queue, je ne sais pas, 10 bras, mais on va y voir, avec notre esprit, y voir un homme. Donc finalement, ça sera, on peut te répondre, je pourrais te répondre, ça sera une forme humaine sous une enveloppe, comme tu veux. Mais en tout cas, si tu as quelqu'un derrière un écran, mais tu chattes, et qu'il te dit ça va, tu dis oui, j'y suis passé, etc., j'ai acheté ça, et puis je suis allé voir du football. Et il te répond, ah moi aussi en fait, puis j'ai écrit, j'ai lu un livre et tout ça, tu vas imaginer un homme. Puis il te montre qu'il est fait des poils, des antennes, etc. Pour toi c'est un homme. Donc c'est un homme dans sa nature. Voilà. Je pense que finalement ça marche comme ça. Je peux poser une question? Oui. Vous avez quelqu'un en contrôle pour lundi prochain? Oui, on va le reporter. Tout ça. On va le reporter un peu plus tard. Bon, écoutez, je vais boire un instant et puis on recommence. C'est la fois où tu dirais qu'il a genre que. Ouais, mec. Il va dire. Alors, voilà, c'est réparti. Alors, c'est réparti. J'en viens. Alors, on recommence. On va, voilà. Vous voyez, ça va trop lent. C'est pas possible. C'était pas prévu, ça. Les débats. Oui, on a dit qu'on doit poursuivre. Comment? On apprend plus de choses en débat qu'en. On peut faire la question Non, on doit faire un instant ceci. Car je dois d'ailleurs répondre à Jules sur le fait que l'âme n'est pas le monopole d'une croyance irrationnelle. D'accord? Que c'est quelque chose de très cohérent à dire, de très compréhensible. D'accord? Alors, silence, vous taisez. Non. C'est mon tour. Un instant. Ok? Alors, c'est quoi? Donc, je me suis interrompu lorsque j'ai dit, si on veut se taper dessus, alors on va dire que l'évolution n'est pas la création. Donc, ça s'exclut. Mais c'est pas la philo. Donc, c'est pas la pensée. Donc, ça suffit de voir en la Bible et Dieu même, mais 6 jours, 6 jours pour faire la totale, pour en arriver à l'homme, d'accord? Puisque même Dieu doit se rendre à l'évidence, ça c'était avec argent et on s'est marié, donc j'avais imaginé Dieu qui se dit la vache, et il veut faire une vache, d'accord? Or pour faire une vache, la vache doit manger, et la vache, une fois que tu as fait la terre et l'eau, ça c'est le 2e jour de la création, la terre et l'eau, après la lumière, la terre et l'eau, et là, la vache, peut-être elle boit, mais elle ne mange pas, donc elle meurt de faim. Pour parvenir à la terre, puisque la vache est faite de planètes,
comme tout ce qui traîne sur la planète, c'est la planète qui le fait. Donc il doit se nourrir de planète. Mais la vache ne peut pas se nourrir directement de terre. Il lui faut un laboratoire qui transforme la terre en quelque chose de mangeable pour la vache. Et ces laboratoires, ça s'appelle plante. D'accord? Puisque la plante est cette chose magique qui mange directement la terre et l'eau. Ce que aucun animal ne sait faire. Donc même Dieu doit passer par la plante avant de faire une vache. Et ça s'appelle l'évolution. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord donc que la vache ne peut pas être apparue avant les plantes. Et ça, c'est un principe d'évolution. Appelez-le comme vous voulez. C'est une échelle dans le temps. Ok? Or, cela nous donne facilement ces couches d'évolution. Donc, en termes de substance, ça nous donne quoi? Ça nous donne la couche que l'on appellerait minérale. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'au niveau supérieur, disons le premier échelon, nous avons par exemple les substances comme on l'appelle. Le fer est une substance, le carbone est une substance, etc. Donc l'eau, la terre, etc. Que ce soit l'eau, la substance dans ces termes-là, une réalité qui solidement reste identique à soi-même tout au long de cette transformation. Donc on va voir que dans la forme 1, l'eau est du liquide. D'accord? Puis, je mets une chose magique, je mets les feux sur la casserole et ça me donne le gaz. Et puis, encore, je le mets dans le frigo ou dans les hauteurs des montagnes et ça me donne le solide. Or, notre science, vous vous rappelez, on a fait un cours sur les agrégats de l'appropriation, vous vous rappelez ça? Oui. Que le moi, je disais, vous vous rappelez l'épisode où je racontais que je dis, je suis parcouru par l'amour, par la haine, etc. Je suis qu'un assemblage. Donc, agrégation. Or, notre champ s'appelle cela des états d'agrégation. Vous êtes d'accord? Vous connaissez ça? On vous dit ça, non? SVT, je pense. Oui, non? On fait physique, nous. Bon, en tout cas, vous connaissez l'expression état d'agrégation. Non. Bon, en tout cas, ces trois formes, notre champ se les appelle état d'agrégation. Donc, tout au long de ces transformations. D'accord? Donc, ça s'appelle état d'agrégation. Pourquoi ça s'appelle état d'agrégation? État d'agrégation. Car notre physique est atomiste. Donc la substance, c'est l'atome. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne que ces trois formes, F1, F2, F3, me reviennent à une même configuration, à une même substance. Oui, et cette substance est des atomes. D'accord? Et ça s'appelle HDO. Ok? Donc, pour notre science, la substance au niveau première couche minéraux, est à cette tête-là. C'est une formule chimique en termes d'atomes. Donc, j'ai vu qu'il y a une affiche dans l'autre bâtiment, c'est Mendeleïev. D'accord? Ça, c'est les atomes. Donc, vous voyez les images du monde et le Big Bang, etc. On vous dit les vibrations, les ondes, etc. Mais à un bon moment, et voilà, les atomes. Donc et tout vient et tout retourne. Bon, en tout cas, la substance dans nos sciences de la nature, nature, dans nos sciences de la nature, étant l'atome, ça c'est le premier niveau. D'accord? La différence entre justement chimie et physique, c'est que vous éliminez, les physiciens éliminent l'intérêt spécial pour les configurations des substances différentes, des éléments, et on se concentre sur ce qu'il y a de commun à tous les atomes, les protons, etc. D'accord? Vous faites ça, à peu près, bien comme ça. Alors là, puis
nous venons à l'autre dimension. Donc, première couche, deuxième couche, nous prenons le niveau en gros du vivant. D'accord? Et là, même si on nous dit que nous sommes 80% faits d'eau, un être vivant n'est pas que atome. Donc, nous avons la graine, nous avons la graine qui germe, nous avons la petite plante qui pousse, ok? Nous avons, ça pousse toujours mieux, vers le bas, vers le haut, et voilà, c'est un grand arbre merveilleux, et puis ça se dissipe, et ça revient à la terre. Et donc là, c'est quoi la substance à ce niveau? Naturellement, il y a des atomes. Mais oui, C'est l'ADN. l'ADN. C'est-à-dire que l'identité de ce qui est identique dans cette transformation, c'est-à-dire la plante ou le vivant, ne peut pas être décrite que en termes d'atomes, même si évidemment les atomes sont là. Donc l'ADN n'est pas qu'une configuration d'atomes, c'est bien sûr, c'est un code, on l'appelle code. C'est un code qui est le code qui donne la forme au vivant. C'est la forme, la substance formelle, dirait Aristote, du vivant. Oui, Gabard. Mais ce code, il est bien fait d'atomes aussi. Comment? Ce code, il est fait avec des atomes. Oui, mais tu vois que en tout cas, s'il n'y avait aucune différence, on serait Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait non pas cloner ou breveter, sous-brever les sémences déjà existantes, ou intervenir avec l'ingénierie moléculaire, la biologie moléculaire sur les ADN déjà existants. S'il n'y avait aucun passage vraiment infini, aucune coupure nette, on pourrait faire la vie, nous, avec les atomes. Mais on pourrait normalement. On n'a juste pas assez de connaissances pour l'instant pour le faire. Oui, ça s'appelle le nihiliste tout-puissant. Non, écoute, Non, soit t'es une poubelle, moi je te provoque trop, toi. Soit t'es une poubelle et tu sais rien faire, t'es une poubelle, soit t'es Dieu. Non mais, Carrément, je prends un peu d'atomes et voilà, je fais la vie. non mais quand je parle de poubelle, moi je parle ni de Dieu ni d'atomes, je parle juste que l'homme est plus fait de défauts que de qualités. C'est pour ça que c'est plus une poubelle qu'une chose utile. Mais c'est la différence entre les qualités morales. Tu sais, la différence entre moi et toi, Non. est que toi, tu penses que les défauts sont une poubelle. Moi, je les adore, les défauts. Non mais je parle pas de défauts non. Ah oui, écoute, assume ta parole. T'as dit que quelqu'un qui a un défaut est une poubelle. Ça, mais non, je suis pas d'accord. Genre, des défauts dont on n'essaye pas de corriger. Tu sais qu'est-ce qu'un défaut du point de vue métaphysique? Pardon, c'est qu'est-ce qu'une poubelle du point de vue métaphysique? Une poubelle est un déchet final dans un cycle de transformation. D'où tout l'enjeu du tri des poubelles. Oui, mais moi, parce qu'on doit le remettre dans le cycle. Un déchet, un résidu, t'as plus rien à foutre. Tandis que pour tout moi je le dis, pour tout éducateur, pour tout philosophe, pour tout homme qui veut grandir, un défaut est une graine. Ça fait pousser une vertu. Non, c'est pas une poubelle. Non, c'est pas une poubelle. C'est pas un déchet d'un homme, un défaut. C'est tout simplement le fait que l'homme est fini, et c'est une substance finie, ça grandit, ça améliore. Donc un défaut, c'est l'occasion pour croître. L'homme n'est pas une poubelle, l'homme n'est pas le déchet d'un processus de mort. Non, ça c'est pour ça que je t'appelle nihiliste. Et de l'autre côté, ce que tu penses est que ça suffit, un peu de connaissance quoi, et carrément on prend des atomes de cette couche-là, on ne prend pas de l'ADN déjà existant pour le modifier, c'est pas ça. Tu dis carrément, je prends de l'eau, je prends de l'adénine, des choses comme l'adénine, c'est déjà une molécule organique. Tu prends vraiment des molécules non organiques, même des atomes élémentaires, et je fais l'apprenti sorcier, et voilà, je fais la vie. Et on fait des Legos, on les met ensemble. Oui, voilà, des Legos. Alors, c'est ça que je... Il faut faire gaffe hein, avec les Legos. C'est ça que je dis. Il faut quand même faire attention. Puisque moi, je pense, comme l'a suggéré Valentin,
que tu caches Dieu dans un endroit, il repousse d'un autre. Donc l'homme qui se sent une poubelle pense qu'en jouant au Lego, ça va faire la vie. Tu vois? Ça s'appelle Dieu. Donc Dieu repousse. Dieu repousse. Oui. Mais le fait que l'arbre ait des feuilles vertes ou telle forme, c'est un accident dans la substance de l'arbre. On va voir. Question métaphysique majeure. On va voir. En tout cas, on va pour l'instant fixer la notion. Oui, Maïwen. Et si l'arbre c'est l'ADN, l'homme c'est quoi? Et voilà. Belle question, c'est une autre question. Tu as chopé la question. 18 ans. Oui, puisque l'homme, tu es d'accord, même si on clone une deuxième Maïwen, tu n'es pas d'accord. Oh non, c'est insupportable. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord, dans le sens que je sais que je suis moi et pas ce type qui me ressemble. Donc, je ne suis pas mon ADN, c'est tout. Enfin, et en effet, ta question est totalement pertinente. Qui c'est moi lorsque je vois la transformation de moi-même, c'est-à-dire du même ADN animal? De même, ce niveau-là du vivant n'est pas les atomes, de même, le niveau humain n'est pas l'ADN. Alors, c'est quoi? Et donc, l'hypothèse âme devient totalement compréhensible. C'est pas une question de croyance, c'est une hypothèse très compréhensible. Donc, c'est l'hypothèse d'Aristote, l'âme est la substance du vivant. Donc, l'homme est ce quelque chose qui reste soi-même, et quoi d'autre si ce n'est pas moi-même? C'est ça notre question, non? Si moi-même, donc on en vient à la troisième couche, là c'est S égale ADN, puis nous avons vu la couche homme, donc vous voyez, là j'ai mis vivant. Évidemment l'homme est vivant, mais nous avons déjà eu cette discussion, vous vous rappelez, homme, animal, rationnel, et j'ai dit, c'est pas parce que tu es un animal rationnel que tu es un animal. Ça peut être évolutif, animal, rationnel, donc ça a marché vers le rationnel. Oui. Vous avez dit aussi que l'homme ne peut pas ne pas braver la mort. Absolument. Parce que Oui. l'animal, lui, son but c'est de fuir la mort que l'homme. Oui, l'homme fait des choses d'homme. Donc, en l'occurrence, des choses carrément de conneries graves. S'il n'assume pas, quelque part, tu dois dire, moi j'existe. Différemment d'un arbre qui va nourrir la terre et l'eau dans le cycle écologique. Quelque part, je suis différent. L'homme fait ça et il fait la guerre. On se tape dessus. Pour dire, je suis homme, quoi. Donc, je me tape dessus. Oui. Et là, du coup, la seule différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme, il a besoin de se prouver qu'il existe. Oui. Alors, tu vas prendre... Alors, tu répètes? L'homme a besoin de se prouver qu'il existe. Ça, c'est Descartes, tu es d'accord? Cogito ergo sum. Oui. Tu trouves quelqu'un dans la rue, tu dis qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais te démontrer que j'existe. Asile psychiatrique. Maintenant, je vais te prouver une chose. Dis-moi, les théorèmes des Pythagore. Non, je vais te prouver que j'existe. Donc, il faut voir, tu as vu ça, tu l'as vu. Qu'il existe, non pas comme ADN, non pas comme atome, qu'il existe comme homme. Et ça, c'est le cogito. Ok? Mais, je te propose donc, Gabin, ces deux visions. La première, donc, Gabin, homme, égale être qui veut se prouver qu'il existe. Alors, ça a pris deux têtes. Peut-être, monsieur? Oui. Le se, on pourrait le mettre entre parenthèses. Oui, se prouver, oui, c'est merveilleux. Ouais, t'as 18, hein. Allez. C'est parti pour les 18. Alors, Gabin. Gabin. Alors, 18. Et je vais écrire comment? Alors, je vais écrire Nietzsche, Descartes. Alors, d'un côté, là, je vous donne une citation, à vous de voir. Je ne peux pas évidemment. J'arrive à l'instant. C'est moi qui lance les trucs. Comment? Je n'ai pas compris. C'est moi qui lance le truc. Le débat. Ouais, le débat, je pourrais avoir. Oui, d'accord. 18, toi aussi. Alors. Écoutez, on doit censurer, on peut mettre ça en ligne. Hein. Beaucoup de gens vont se rassembler autour de cette salle pour dire « Ah, moi aussi je dis
On leur dira pas si vous nous mettez 18 à tous. Moi, je vous mets le 18 politique. Ça s'appelait comme ça lors des révoltes étudiantes. C'est le 18 d'être là et d'ailleurs me tolérer, car c'est pas évident. Non, alors, moi aussi. Alors là, je vous dis que cette chose très claire, car un homme ne pourra jamais se dire je suis télo. Non mais c'est quoi ça? Je suis un déchet qui fait l'engrais du cycle écologique. Est-ce qu'à votre avis, moi j'ai une dent contre cette histoire d'écologie? Notamment, il y a un penseur américain qui s'appelle Bateson, Gregory Bateson, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit. J'ai dit, mais tu ne peux pas fournir aux hommes une écologie de l'esprit. L'engrais de l'esprit, la plante qui pousse de l'esprit, ça ne donne rien. C'est du nihilisme, ça. L'homme n'est pas un truc à recycler. Je ne veux pas être recyclé. Lorsque ça arrive ici, Jules, ça ne revient pas derrière. Je me lance. Et ça s'appelle âme. Un truc qui dit, non, je ne veux pas faire l'engrais pour le lion et la gazelle. Ah bah moi, c'est ce que moi je disais, après la mort, on va servir quelque chose. Oui, justement, mais aucun homme va accepter, dites-moi si vous l'acceptez, vous êtes un nihiliste. Pour moi, c'est oui, écoutez, oui, en fait, je vais être l'engrais pour la gazelle. Si tu acceptes ça, soit tu es un nihiliste, soit tu es un sage bouddhiste, quoi. Tu es quelqu'un qui s'est auto-dépassé. Oui. Bah monsieur, enfin je sais pas, c'est logique, on va pas se dire égoïstement, non je suis mort, je veux que mon corps il reste intact. Mais écoute, mais non, mais justement, attends, j'arrive un instant. Alors tout d'abord, je suis d'accord, mais on parle pas de corps, justement, tout le monde sait que son corps ça va être un engrais. Tout le monde le sait ça. Non, c'est pas ça. La question que je disais est que cette idée-là de Gabin, je dis, il doit se prouver qu'il existe, mène naturellement à se dire je survis sans corps. C'est naturel, donc toutes les cultures l'ont fait. C'est totalement naturel. Soit je ne suis que corps, atome et ADN, et alors c'est fini, c'est totalement fini. Soit je ne suis pas que ça, et alors d'une façon ou d'une autre, je dépasse ça. Et ça s'appelle âme. Vous pouvez l'appeler de 1000 manières dans toutes les traditions. Mais on s'est compris là de quoi on parle. Puis ça va varier, mais on s'est compris. C'est que l'homme veut survivre. Oui. Mais quand vous dites que vous ne voulez pas croire que l'homme n'est pas juste qu'un corps et qu'il n'est pas juste de la matière simple, sans âme, est-ce que ça serait pas genre se voiler la face, genre une illusion Oui, en effet, c'est pourquoi. Oui, en effet, c'est le risque, évidemment. Ça risque, des choses, évidemment, je suis totalement d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, cette histoire-là de se prouver qu'il existe a deux têtes, disons comme ça, opposées, diamétrales, mais avec cette même exigence. Donc je vais vous les noter, ok? La première tête est Descartes. D'accord? Descartes, c'est cogito ergo sum. Et ça, c'est première, deuxième méditation, celle que je vous ai donnée, la première et la deuxième. Et puis ça mène à la sixième méditation, et c'est âme immortelle. Donc ça se trouve, les humains, ils seraient à côté de la plaque depuis le début. Oui, et ça, c'est la tête Nietzsche. Qui a dit ça? C'est bon. Oui, t'as dit Nietzsche. C'est-à-dire que la deuxième tête est Nietzsche. Comment? Ça vaut pas un 18? Oui, ça arrive. Alors, oui, alors là, vous avez humain, donc là, vous avez humain, trop humain, c'est le bouquin, humain, trop humain, ok, c'est un bouquin qui date de 1878, d'accord, c'est le premier gros pavé nietzschéen, puisqu'avant il y avait d'autres choses, la naissance de la tragédie, mais c'était pas encore du Nietzsche costaud, là c'est du vrai Nietzsche. Et est-ce que tu as un peu d'envie de te bouger, d'aller voir ce paragraphe que je vous cite, au Gabin? Moi? Oui.
C'est Duncan qui parlait. Oui, mais toi, t'as envie, puisque ça vient de toi, ça. Ça parle de quoi? Bon, je vais te le dire, tu vas chercher le paragraphe 41 de Humain pour Humain, où il dit une phrase trop forte. Il dit l'homme est cet être, mais c'est trop fort. Moi, je la trouve merveilleuse, vraiment fantastique, comme puissance de te faire penser. Il dit l'homme est cet animal qui se ment à soi-même en se racontant qu'il n'est pas un animal. Oui. Donc, construisez-moi cette phrase. Il faut Nietzsche pour construire cette phrase. Donc tu lis Humain pour Humain, Aurore, les Gai Savoirs, jusqu'à Zarathustra, et après, et tu donnes un fondement. Ça s'appelle le dépassement de la métaphysique, c'est-à-dire que chez Nietzsche, ça ne retourne tout à fait pas en arrière, ça va vers où? Est-ce que vous connaissez l'expression nietzschienne pour cet animal qui se ment à soi-même, car il se dit qu'il n'est pas un animal? Comme chez Nietzsche, ça ne veut pas dire qu'on revient à la Terre, au cycle de la nature. Pas du tout Nietzsche, mais à fond pas Nietzsche. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui jaillit plutôt que l'âme chez Nietzsche? L'âme immortelle, divine, créée par Dieu. Vous connaissez le mot? Oui? Bah, ce qui naît avant l'âme, c'est le corps, non? Non, chez Nietzsche, il y a, pardonnez-moi si je dis non, c'est que soit vous connaissez ce mot nietzschéen, et alors ça vous vient à l'esprit, ça c'est mort. Vous ne voulez pas. Ça s'appelle, le mot vous le connaissez. Si vous le connaissez, vous le connaissez. Surhomme. Oui, le surmoi, oui. Non, c'est pas le surmoi du tout, ça n'a rien à faire de surmoi. Non, c'est pas le surmoi, c'est le surhomme. On lui enlève des points. Non, c'est pas le surmoi est un truc très méchant, non. Le surhomme, c'est quoi le surhomme? Oui. C'est une sorte de milieu, le surhomme c'est une personne beaucoup plus forte que les autres. Oui. Qui va être pensée plus fort que les autres. Oui. Et qu'est-ce qui le rend plus fort? Oui, Loïc. C'est sa volonté d'être vertueux, mais être vertueux, c'est pas forcément au sens où on l'entend maintenant. La vertu, dans ce sens-là, ça va être de progresser dans sa propre essence. Absolument, progresser dans sa propre essence. C'est bien ça, absolument. Il y a un autre paragraphe, c'est pas Humain pour Humain, c'est, je pense, si je me trompe, c'est Aurore, mais soit Aurore, soit les Gai Savoirs. Donc vous voyez Aurore, Gai Savoirs. Écoutez, vous les 20, vous les 22, 20, mentions, etc., vous faites des recherches là-dessus. C'est à vous de faire, d'accord? Ça, j'ai fait donner les atomes, qu'on voit les atomes. Là, vous faites ça, c'est magnifique, d'accord? Or, là, c'est Aurore Gai Savoirs. Et il y a un paragraphe, je ne sais pas lesquels de deux. D'ailleurs, je peux vous larguer ma bibliothèque. Oui, j'ai une bibliothèque immense, fruit de 20 ans de téléchargement et de scan. Je vous en fais cadeau. Et par exemple, entre autres, j'ai la totalité de l'œuvre de Nietzsche. Donc vous cliquez, faire recherche, tu trouves. Hein. Bon, je vous la donne la prochaine fois. Bon, on s'organise. Alors là, il y a un paragraphe qui s'appelle Excelsior. D'ailleurs, qui est cité dans un film très sympa, Happiness Therapy, Excelsior. C'est-à-dire, c'est le mot qui a été dit par Loïc, c'est-à-dire que le surhomme est un homme qui ne se réduit pas justement à la vertu dans le sens de la morale commune, c'est-à-dire la morale qu'il appelle du troupeau, la morale vécue passivement, qui a découvert
que cette morale commune, elle-même, la morale commune passive, n'a rien à faire de Dieu. C'est un truc de troupeau, quoi. On te dit de faire ça et tu fais ça, c'est tout. Une fois que tu as découvert ça, tu passes par la phase GABA, c'est-à-dire la phase du nihilisme négatif. Ça, c'est la phase, il appelle nihilisme négatif. C'est-à-dire, bon, on est des poubelles, on n'a rien à faire, etc. C'est une phase normale. Il l'appellerait défaut. Mais non, c'est une phase. D'accord ? C'est une élaboration, une possibilité. Mais alors, si ce qu'on nous dit dans la morale, le bien, le beau, le vrai, tout cela n'était pas vrai. Finalement, c'est troupeau, quoi. C'est mouton. Alors, il y a un nouveau lapin. Alors, on est des poubelles. Ça, c'est la phase nihilisme actif. Mais là, puis, ça vient de la phase nihilisme actif. C'est-à-dire que l'homme, destiné au surhomme, s'est dit, écoutez, là, je n'ai rien à cirer. Moi, quoi qu'il arrive après ma mort, il y a les fameux instants présents. C'est le carpe diem, non ? C'est le saisis l'instant présent. C'est ce qu'il appelle l'éternel retour. Fais comme si tout l'univers était concentré en ce seul instant. Et demande, c'est-à-dire si tout revient. Et demande-toi si, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas ? Soit tu te flingues directement car tu ne veux pas éterniser un instant aussi bidon. Et ça, c'est une possibilité. On se dit, mais c'est quoi ma vie ? Est-ce que j'en ferais une vie éternelle ? Ma vie, en ce moment éternisée, serait-elle un paradis ou un enfer ? Ça, c'est Nietzsche. Alors fais ton choix. Comment vivre l'instant présent ? C'est-à-dire, est-ce que ça t'intéresse pour l'instant présent si après l'instant I, N, où tu vas crever, tu survis ou non ? Car tu peux survivre. Mais si tu ne sais vivre une vie bidon, tu vas vivre une vie bidon même après. Moi, je trouve impeccable. Bon, écoute, ton âme va survivre. Tu fais quoi ? Moi, je fais un boulot de merde, je rentre, j'ai divorcé, mes enfants me détestent, et je peux pas payer le loyer pour l'éternité. Nietzsche te dit, mais c'est monstrueux. Soigne ta vie, occupe-toi de ta vie. Et ça, c'est excelsior, c'est-à-dire ne te déverse-toi toi-même dans Dieu. Reste auprès de toi et soigne ta vie comme si c'était destiné d'elle-même à être éternelle. Et ça, je trouve fantastique. Et je le trouve fantastique car c'est une issue de ce paragraphe 41. L'homme est un animal qui se ment en soi-même en se disant qu'il est un animal. C'est complètement contradictoire. Donc l'homme est cet être qui est capable de se mentir à soi-même. Ça va loin cette phrase, hein. Ça va par exemple vers Sartre, qui fait de la mauvaise conscience l'essence de l'existence humaine. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Le surhomme est justement sortir comment dire, dans le catéchisme de l'âme. De te dire, oui, d'accord, tu as une âme qui va... Mais oui, mais ça veut dire quoi ? Tu as une vie de quoi t'occuper, ici et maintenant. Oui, Gabin. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans ces différents niveaux de pensée de soi-même, comme vous dites, le niveau qu'on imaginerait au-dessus n'est pas en dessous ? C'est-à-dire ? Par exemple, s'imaginer comme tout homme inutile comme ça, qui nous dit que c'est le stade en dessous du surhomme et pas au-dessus. Bon, alors je vais te donner pas une réponse Cayanello. Je vais te donner une réponse Nietzsche. Ta joie. Il a écrit le gai savoir. Est-ce que tu ris dans ta vie ? Tu as une joie dans ta vie ? Si tu as une joie dans ta vie, si en effet tu es serein, ça va, tu peux remonter à fond, et que tu joues, et que l'instant que tu vis est joyeux, et que ce que tu fais, ça donne la joie, bon, c'est la réponse de Nietzsche. Alors c'est top. Quoi que tu fasses, c'est top. C'est joyeux, quoi. Ça va, qu'est-ce que tu veux de plus ? Ça, c'est Nietzsche, la réponse de Nietzsche. Te le dit ton cœur.
te le dit ton âme, te le dit ta volonté, il le dit de puissance, c'est-à-dire de s'épanouir, d'être joyeux, et ça c'est du Spinoza mieux cru, c'est-à-dire ce qu'on a dit, cette puissance de vie. Est-ce que tu es habité par une joyeuse puissance de vie, par un rire qui se déverse sur le monde? Ça c'est le gai savoir. Est-ce que tu es animé par ça? C'est ça le message. Si tu as ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui va te faire Dieu? Dieu arrive et tu dis, mais écoute, sois joyeux, mais tu n'es pas capable d'être joyeux. Donc ça, par exemple, est là où Nietzsche était totalement d'accord avec l'Évangile. Et il a dit qu'en effet, on a trahi l'Évangile. L'Évangile dit des choses comme ça. Dit des choses comme ça. Oui. C'est que la joie, c'est aussi quelque chose d'illusoire, parce que c'est le corps qui fait la joie, qui trompe notre âme, notre conscience avec des molécules et tout ça. C'est vrai? Ah oui, là, tout ce qui est... Non, c'est trop fort. Attends, t'as dit que notre corps... Alors, t'as dit que... Alors, non, c'est magnifique. Alors, Duncan a dit, la joie est illusoire car notre corps trompe nos âmes. C'est-à-dire que tu es arrivé à la fin des méditations de Descartes, tu as décidé qu'il existe une âme qui n'est pas le corps et que ce corps trompe ton âme. Tu en as fait de chemin. Moi, ce que Nietzsche te riposterait est, écoute, t'es joyeux ou non? Si tu sors avec ta copine, ou ton copain, ou ce que tu veux, et ouais, on s'en fiche, hein, surtout on s'en fiche de tout ça, et que t'as une tête, t'as une queue, t'as une tronche, et à un moment il te dit, mais écoute, arrête, t'es pas content. Alors tu dis, écoute, tu sais, il y a mon corps, les atomes qui trompent mon âme. Tu réponds ça? Elle te met une claque, elle a raison. mais ça revient juste à être simplé et juste dire, oh bah il y a le soleil, il y a une boule jaune dans le ciel. Non, tout est là. Tout est là. C'est pas simplé du tout. C'est très difficile. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté de moi-même? J'étais avec une copine et du coup je l'aimais plus. Je ne vous ai pas raconté, elle ne m'aimait plus. Ça s'est passé un peu plus tard. Ça a été décisif pour moi. Mais moi, je ne l'aimais plus. Non, je trouve ça totalement inacceptable. Donc c'est très difficile d'être joyeux et de le rester. C'est très difficile. Je vais un peu à naissance. Oui, Alexandre. Mais le cerveau peut libérer la dopamine. Est-ce que... Non, pardon, je dis, car vous me retournez toujours à Descartes, à ça, tu as dit la même chose de Duncan. C'est la philosophie dualiste. Oui. Le cerveau peut tromper l'immatériel de l'âme. Oui, c'est ça, je veux dire, c'est la même, tu m'as produit, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est la répétition de ces schémas. Et ça, c'est justement ce qui faisait venir couler la bave d'orage à Nietzsche. Il disait, mais arrêtez! Arrêtez cette histoire de dopamine! Il y a de la métaphysique dualiste là derrière, au moins dites-le. Vous êtes métaphysique dualiste, en l'occurrence vous êtes à fond catholique, mais catholique un peu pas vraiment top, hein, car les catholiques sont bien plus sophistiqués. C'est une métaphysique forte, très forte du corps et de l'âme, et il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Lorsque vous dites la dopamine crée, produit comme cause la joie, vous me posez des dimensions, vous la mettez, vous faites la transformation de la deuxième, de la première, donc l'influence de la première dans la deuxième, et vous restez, disons comme ça, dans cet endroit dualiste, comme quoi, je vous promets, alors là c'est le paragraphe, donc là c'est par-delà les biens et les mal, alors par-delà. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le paragraphe 136 ou 236. On va contrôler, hein. En tout cas, on l'a pris en photo, là. Je vais le prendre en photo. Et là, ce qu'il dit est, justement, arrêtez cette histoire de partir de tout ce qui est encore à démontrer. C'est-à-dire ce dualisme. Ce dont vous faites l'expérience est une unité. Moi-même, lorsque en méditation je vous fais dire, vous avez remarqué peut-être la contradiction de mes indications. D'un côté, je vous fais dire, tout d'abord, je suis ce corps, et puis je vous fais dire,
Je ne suis pas mes pieds, ok? Et je vous l'ai mis, en tout cas, je vais vous imprimer les manuels de yoga, etc. Car yoga signifie les deux ensemble. Et c'est du yoga Nietzsche, ça. Puisque c'est très contradictoire. Mais nous sommes à la fois ce corps et à la fois nous ne le sommes pas. Et c'est quoi le problème de la dopamine ou de ça? C'est le fait qu'en effet, lorsque tu poses ce dualisme à la base et que tu commences à vouloir expliquer, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que tu n'arrives ni à expliquer la dopamine, ni à expliquer la joie, ni l'une avec l'autre. Tu restes paumé. Et tu deviens un dogmatique. C'était ça que faisait rage la colère nietzschéenne. Il dit, mais arrêtez. Dans le Zarathustra, le 3e, je pense, paragraphe, il dit, en fait, je vous l'ai mis dans les principes du yoga, mais en tout cas, je vais vous l'imprimer. Les principes je vous ai donné 3 principes, la probité, le sauver les phénomènes et l'époquer, la suspension du jugement. La probité est une valeur nietzschéenne. C'est-à-dire, écoute, dit dans le Zarathustra Nietzsche, écoute, qui te parle de ça? Lorsque quelque chose dans le monde te parle d'âme, qu'est-ce que as-tu devant toi? Tu as toujours un corps. Même dans un rêve, il faut l'avouer, c'est un corps. Vous ne rêvez jamais, j'avais pas de corps. Et t'étais quoi? Non, finalement, vous rêvez un corps, quoi. Donc Nietzsche dit, probité, c'est-à-dire arrête de feindre des trucs lorsque ce que tu as devant toi, ou toi-même comme devant toi, est corps. Ne t'échappe pas partout. Ne papillonne pas dans la métaphysique. Donc ne commence pas par dire il y a l'âme, il y a le corps, et ça trompe. Puisque d'ailleurs, je vous ai mis, vous avez vu le cerveau qui pense, le cerveau avec la tête qui pense. Bon, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai mis dans le manuel de neurophilosophie. Tu te rends compte de ce que t'a dit Duncan? T'as dit, écoute, écoute bien, t'as dit le corps, donc les atomes, ok? Les atomes, c'est pas l'âme. L'âme, et l'âme c'est la pensée, c'est le langage. Tu as dit la chose suivante, tu as dit le corps trompe l'âme. Or, soit il trompe l'âme, et alors il pense lui-même, alors il n'est pas corps. Soit c'est l'âme qui, elle, se trompe sur le corps. Je pense qu'avec le corps, il y a aussi l'instinct avec le corps. Comment? Je pense qu'avec le corps, il y a aussi l'instinct. L'instinct, mais tu es en train de psychologiser le corps. C'est des réflexes. En voyant un sourire, il lâche de la dopamine. Enfin, oui, je te pousse à réfléchir sur cette façon de tout simplement parler. Oui. Tu es en train de dire qu'il y a d'ici une chose de ce côté, une chose de l'autre, tandis que tu ne peux jamais les séparer. Lorsque tu as dit que le corps trompe l'âme, tu as fait du corps un sujet dans un autre sens, qui est capable de tromper quelqu'un. Si je te trompe, que je te induis en erreur, il faut que j'ai une pensée, que je me dise, bon, je vais l'induire en erreur. Donc, soit tu as l'âme, qui, elle, toute seule, se trompe à propos du corps. Ok? Et donc, par exemple, alors c'est le contraire complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. Mais un algorithme, par exemple, dans un ordinateur, un algorithme, il va faire des choses sans pour autant penser. Mais ça pourrait être pareil pour le corps. Faire des actions sans penser. Bon, je comprends. C'est un peu long. En fait, on va devoir méditer ces objections car non, je suis très sérieux. C'est-à-dire que ce que tu enchaînes sont des schémas d'explication. On va le faire dans la théorie de la causalité. Aristote dirait que tu prends une cause matérielle, la matière, et tu en fais une cause formelle. C'est-à-dire que tu en fais une cause pas matérielle, et tu les entremets. C'est un peu, voilà, c'est tout ça qu'il faut démêler pour le dire correctement. D'accord? Donc tout d'abord, c'est d'arriver à dire des choses qui tiennent, qui ont une cohérence. C'est la seule chose d'ailleurs qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour une dissertation, c'est ça l'intérêt.
que vous arrêtiez en effet une thèse. En effet, vous sachiez énoncer une thèse cohérente. En effet, ici, tu as un passage de dissertation, par exemple. Peut-être c'est le corps qui trompe l'âme, et toutefois, passage aux paragraphes successifs, une chose qui en trompe une autre, soit elle est un sujet, soit c'est la chose qui est sujet qui se trompe elle-même. Ça, c'est une aporie. C'est-à-dire, soit j'ai deux sujets, soit j'ai un seul sujet. Je ne sors pas de là. En tout cas, je ne sors pas de corps et âme tout ensemble. Les deux. C'est ça que dit Nietzsche. Oui, Valentin? Dans ce cas-là, on peut peut-être admettre que l'âme est en fait deux parties distinctes, une qui est incontrôlable et une qui est contrôlable. Et ça, c'est Platon, dans le Phèdre. Donc, c'est le Phèdre, le schéma de l'âme de Platon, c'est un cheval contrôlable, qui se contrôle, tout bien, tout gentil, et un cheval qui fait n'importe quoi. Et puis, il y a l'orige, le conducteur. Et en effet, finalement, ce que vous voyez, on ne sort jamais de cette multiplicité interne de l'homme. Une partie de l'âme, âme, corps, etc. Oui, Manuel? Mais comment aussi c'est laquelle la dualité? Parce que si Descartes, Nietzsche et Platon ils disent des choses différentes, on doit se baser sur qui? Sur toi-même. Écoutez, là peut-être vous commencez. Qui vous dit que je ne suis pas en train de vous mener? On dit par le nez? En bateau. Pardon? En bateau. Mener en bateau. Mener en bateau. Qui vous dit que je ne suis pas un salaud sophiste qui vous manipule? Parce qu'on réfléchit. Absolument. C'est ce que je vous demande. Ici, vous savez, ça a été la discussion. Moi, on m'a fait redoubler l'année des stages. Car c'était un peu difficile pour moi de comprendre ce qu'il fallait faire. Moi, je suis vieux, donc d'accord, j'ai une vie italienne, donc vraiment, je ne savais pas. Donc, j'ai mis 2 ans. Et à la charnière de 2 ans de stage, le jury m'a rencontré. Et il voulait se demander. Donc, la question était, on va lui donner une deuxième possibilité de prof. Et la question qu'on m'a posée est, bon, lorsque vous éduquez nos jeunes, lorsque vous êtes là comme philosophe, qu'est-ce qui vous distingue d'un manipulateur? C'était ça la question. On en a parlé beaucoup. Ce que j'ai répondu est tout d'abord que on ne peut pas ne pas éviter, on ne peut pas éviter de manipuler au sens bon du terme. C'est-à-dire que forcément tout éducateur sait où il va et vous ne le savez pas. C'est comme ça, pas autrement. Donc vous ne savez pas et je dois vous conduire dans un endroit. Donc de ce côté-là, je ne peux pas vous demander la permission de le faire, car c'est la présupporaire que vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. Donc d'un côté, ce niveau-là où je parle sans que vous connaissiez ce que je fais, c'est comme ça, pas autrement. Donc il s'agit de voir qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là, c'est-à-dire là où vous ne voyez pas. Finalement, ma réponse finale a été « venez me voir. Venez me voir en classe. » C'est tout. Et c'est la réponse que je vous donne à vous. Personne ne décide. Personne. Absolument personne. C'est à vous le jugement. C'est à vous. Ça, c'est la philo. La philo, c'est jugement critique. Qui décide? Qui? Moi-même. Je veux dire, c'est ça. Oui. Du coup, moi j'ai une question sur ce que vous disiez sur Nietzsche. Sa philosophie, en fait, c'est un peu la même que l'hédonisme de Caliclès qu'on voyait au début de l'année. Il était vraiment trop content de Caliclès, il aimait trop Caliclès, lui. Nietzsche. Donc, tu as bien vu total. Et donc, Caliclès n'est qu'un personnage. Donc, ce n'est pas un philosophe. Mais si Caliclès devait en effet prendre parole et riposter jusqu'au fond à Socrate du Gorgias, il s'appellerait Friedrich Nietzsche, en effet. Oui, tu as bien vu, je suis d'accord. En effet, c'est ça. Je suis d'accord. Oui. Si on imagine l'âme séparée du corps et qui va donc utiliser le corps pour se matérialiser. Oui. À ce moment-là, le corps, si on l'imaginait comme par exemple une plante toxique ou quelque chose comme ça, on pourrait dire, pour en revenir à ce que Duncan disait, que l'âme, en utilisant le corps, se fait empoisonner par ce corps. Mais le corps, à ce moment-là, il n'a pas vraiment d'âme propre, c'est juste des réflexes de défense. Moi, je renvoie cette chose à la prochaine fois, mais je te réponds une chose. Je vous prie d'entendre ma réponse.
car c'est la même que je donne sur j'insiste à propos de Duncan et je vous fournis des articles. Ce qu'il t'a dit, écoute bien, hein, on va y revenir la prochaine fois sur cette phrase. Si on imagine, t'as dit ça, hein, si on imagine l'âme sans corps, je te pousse à le faire et tu me diras qu'est-ce que ça donne. Moi, je te dis, je te défie, ce que ça donne, c'est que tu vas imaginer 2 corps. Sinon, tu vas imaginer rien du tout. Ouais, quand je dis imaginer, c'est pas vraiment imaginer quelque chose. C'est juste pour passer d'une étape à une autre, comme une inconnue dans une équation. L'inconnu, c'est la matérialisation de l'imagination. Je suis d'accord. Absolument, je vois ce que tu veux dire. Mais ce sur quoi j'insiste à propos de probité, c'est que finalement, toute tentative, je trouve, de s'en sortir pour séparer complètement l'âme et le corps, et dire qu'il y a ce truc qui rentre dans le corps et qui n'était en rien un corps, à mon avis, à ce que j'ai lu, est un peu bidon. C'est-à-dire que qu'est-ce qui sort du corps? Il va où? Dans l'espace, c'est un corps. Il va où sinon? Donc, séparer comme ça les deux choses, j'ai jamais vu que ça donne une chose cohérente. D'ailleurs, Descartes le dit, hein, Descartes le dit, j'aurais pas résolu l'écrit, je ne sais pas quelle princesse, il dit là c'est un gros mystère, je n'ai pas résolu. Oui. Mais l'intérêt que ça soit cohérent, il est où? Non, c'est trop bien de faire philo au lycée. Pour moi, c'est magnifique. Non, mais c'est trop, puisque vous posez les questions absolues. Quel intérêt être cohérent? Mais on va finir ce cours sur... Ah non, oui, Maïwen. On peut y aller si... Oui, on va finir ce cours sur ce propos. Pourquoi être cohérent? Bravo.